Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du jour 10 du challenge 30 jours de Deep Learning où on va passer ensemble de 0 à 1 en matière de Deep Learning en 30 jours. Dans les précédentes vidéos, nous avons commencé à aborder les notions de Computer Vision. Comment est-ce qu'on peut mettre en place un modèle de Deep Learning qui va nous permettre, une IA tout simplement, à partir d'une image, de dire c'est l'image d'un chien, c'est l'image d'un chat. En gros, classification des images. Dans la précédente vidéo, nous avons travaillé avec justement la base de données populaire Cat and Dog qui est disponible sur Kaggle. Rappel de ce qu'on a fait jusqu'ici. On a commencé bien évidemment par importer la base de données qui se trouve sur mon drive, charger la base de données. On a vu que pour pouvoir mettre en place un modèle de deep learning pour la classification des images, il fallait commencer par précréter les images. Ce précrètement se réalise en 4 étapes clés. Première étape, bien évidemment, on commence par lire le fichier avec nos images. Une fois qu'on a lu ce fichier-là, il faut décoder le contenu JPEG en grille de pixels, c'est-à-dire convertir cela en matrice de numérique. Une fois qu'on a réalisé cela, il faut convertir ces grilles en tableau de nombres avec la virgule. Une fois qu'on a ces nombres, on réalise ce qu'on appelle le rescaling. En gros, on va redimensionner l'image. On va, en gros, normaliser, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi c'est important? Il faut savoir qu'une image, en général, les pixels, c'est de 0 à 255. 0, plus c'est proche de 0, plus l'image sera sombre, plus c'est proche de 255, plus l'image est claire. Lorsqu'on veut mettre en place justement des réseaux de neurones, on doit avoir des données qui ont la même échelle en fait. Si j'ai des images à 0, d'autres à 255, vous voyez, c'est un peu trop dispersé. Pour éviter cette dispersion, on normalise, on rescale nos données pour avoir l'intervalle de 0 à 1. Première étape pour le modèle, c'est le pré-processing. Okay? Heureusement d'ailleurs, dans Keras, on a une magnifique fonction qui est Image Data Generator qui nous permet justement de transformer l'image de départ en vecteur numérique qu'on peut utiliser pour mettre en place notre modèle. Premier point à savoir. Une fois qu'on a précrété, comme c'est le cas ici, la prochaine étape va consister donc à construire notre modèle. Et un point central qu'on a vu dans la vidéo d'hier justement, c'est que pour mettre en place un modèle qui permet de détecter, de classifier des images, il y a ce qu'on appelle les CNN, Convolutional Neural Networks. Ce sont les modèles, les réseaux de neurones convolutifs. À quoi ça ressemble ce réseau de neurones? Ça ressemble à ça en fait. En input, on a nos données, on a nos images qui ont été transformées en numérique ici, en input. Ensuite, il y a la couche de convolution. À quoi ça sert? Ça permet d'extraire les caractéristiques les plus pertinentes sur l'image, la forme, la dimension, la taille et autres sur l'image pour pouvoir réaliser nos prédictions. C'est ça en fait la couche de convolution. On extrait les caractéristiques les plus pertinentes. Et un point important à savoir sur les CNN, c'est que dans la pratique, en plus de la couche de convolution qui nous permet de retirer les caractéristiques, on rajoute souvent ce qu'on appelle une couche de polling qui sert tout simplement à réduire la dimensionnalité et améliorer tout simplement le temps d'apprentissage et éviter aussi le surapprentissage. On peut enchaîner comme ça plusieurs couches de convolution en fonction de, de la pertinence des caractéristiques qu'on souhaite enlever. Une fois qu'on a mis toutes nos couches de convolution, on rajoute une couche dense qui permet de connecter l'ensemble des neurones. Et enfin, il y a une couche de prédiction qui permet de réaliser la prédiction si l'image, c'est l'image d'un chat ou d'un chien. C'est ça en fait, les réseaux de neurones convolutifs. Et un point qu'on a vu, c'est qu'il faut entraîner le modèle. Le code qui permet d'entraîner le modèle, il est là. Vous l'avez aussi en description, c'est tout ce code-là. On définit notre modèle, on compile le modèle. 3 points essentiels au moment de la compilation. Il faut choisir déjà la technique d'optimisation des poids parce que dans ces neurones, on a des neurones qui sont connectés. Il faut trouver en fait la pondération à utiliser. Et pour ça, le choix le plus simple, sans trop réfléchir, ça c'est François Chollet dans son livre qui recommande RMS propre. Pas de réflexion parce que c'est souvent pertinent. On choisit la fonction de PERT. Comment est-ce qu'on va juger de la pertinence de nos prédictions? Bien binary cross entropy quand c'est 2. Et enfin, la métrique, accuracy. C'est ce qu'on a vu. Une fois qu'on a compilé, il faut entraîner le modèle avec un modèle .fit qui est ici. En entraînant le modèle, il faut également ensuite évaluer ses performances sur une base de données indépendante. Et justement, dans la vidéo d'hier, on a vu quelque chose qui vous a marqué certainement. C'est que sur la base d'entraînement, ici, vous remarquez que la précision ne fait qu'augmenter. Ça, c'est bien parce que lorsqu'on construit un modèle, on veut que la précision soit la plus élevée possible. Mais où il y a un problème, c'est que sur la base de validation,
on a une précision qui est trop fluctuante. Et ça, c'est un signe de ce qu'on appelle le surapprentissage. Pourquoi est-ce qu'il y a ce surapprentissage? Tout simplement parce que notre modèle, il a trop appris de nos données d'entraînement. Notre modèle, il a trop appris des données d'entraînement. En plus, on avait uniquement 3000 images pour réaliser le modèle, dont le nombre d'images était très faible, raison pour laquelle on a ce surapprentissage. Okay? J'ai une solution pour pouvoir corriger ce problème. Il y a dans la littérature ce qu'on appelle la data augmentation, et c'est ce qu'on verra ensemble dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on peut justement corriger ce problème de surapprentissage qu'on observe lorsqu'on entraîne des réseaux de neurones? Avant de commencer, comme d'habitude, il y a une chose à faire de votre côté. Prenez votre PC, ouvrez Google Colab, téléchargez le notebook, pratiquez, 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 parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Et n'oubliez pas, mettez un like parce que la chaîne YouTube progresse grâce à vos likes, grâce à vos commentaires, grâce à vos partages. C'est important que je rappelle cela dans chaque vidéo, juste pour vous dire à quel point les likes, les commentaires, les partages sont très essentiels sur le game YouTube. Allez, faites partie du jeu, prenez votre PC et c'est parti pour la découverte de la data augmentation. Donc, on va donc commencer par parler de data augmentation. J'ai mis l'ensemble de la définition ici. Qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, lorsqu'on parle de data augmentation, il faut voir que c'est un ensemble de principes qui consiste à appliquer des transformations sur des images de départ pour pouvoir ajouter artificiellement des données dans notre base d'entraînement. C'est ça la data augmentation. En gros, on applique des transformations sur les images. Ça peut être quoi? En termes de transformation, vous avez déjà la rotation. Je peux roter l'image à 90 degrés. Ça me permet de voir d'autres angles de l'image. Je peux faire de la translation. Ça permet aussi de voir d'autres aspects de l'image. Je peux faire ce qu'on appelle le miroir sur l'image. Ça me permet de voir dans mon entraînement un autre aspect. Je peux réaliser du zoom. En fait, plus j'agrandis, plus je peux voir des pixels bien précis sur l'image. Je peux recadrer, faire le cropping, enlever des parties, par exemple, qui sont inutiles. Je peux changer de contraste ou de luminosité. Je peux ajouter du bruit. Donc, la data augmentation, c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'appliquer des transformations pertinentes sur des images de départ pour pouvoir augmenter notre base de données d'apprentissage. Okay? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On augmente la diversité des données parce qu'à chaque entraînement, on aura des images différentes, la dimension différente. On réduit le surapprentissage qu'on a vu tout à l'heure et on améliore ainsi la robustesse de notre modèle. Maintenant que c'est dit, comment est-ce qu'on met en place cette data augmentation en Python? En fait, en Keras, il y a tout qui a été simplifié. Je vous montre comment ça marche. Donc, j'ai un code ici qui vous explique l'ensemble des possibilités, même si ce n'est pas exhaustif, juste là. Donc, je vais rajouter un nouveau code ici, que je vais coller. Je vous explique. Donc, je récupère ma base train. Image data generator, c'est une fonction du package Keras. Je réalise le rescaling, c'est-à-dire je mets en place des images de 0 à 1. C'est ça ici. Donc, je normalise les pixels entre 0 et 1. Je peux mettre en place une rotation. Là, c'est 40 degrés, tout simplement. Ici, une translation de 20% de largeur. Je peux faire une translation verticale aussi. Ici, comme vous le voyez. Je peux appliquer des cisaillements sur l'image. C'est ce que j'ai fait juste ici. Je peux réaliser des zooms aléatoires sur l'image, comme c'est là. Donc, je zoome sur des parties aléatoires. Je peux mettre en place des flips horizontales. Et je peux remplir certains pixels manquants par le pixel le plus proche. Par exemple, sur une image, il y a par exemple des pixels qui manquent. On peut décider de remplir ce pixel-là par le pixel le plus proche. C'est ce qu'on met en place ici. Donc, j'applique toute cette transformation-là uniquement sur la base d'apprentissage. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, on va prendre des exemples de chaque cas. Comme ça, vous verrez à quoi ressemble concrètement en fait, la mise en place de ces transformations. Donc, on va récupérer ici. Donc, je récupère ici le code qui permet de créer notre base de données. Juste pour rappel, vous voyez ici, on va travailler avec 1500 chats, 1500 chiens. Ici, on fusionne la base de données et on ajoute la catégorie. Est-ce que c'est chien? Est-ce que c'est chat? Ça, c'est ce qu'on a fait au départ. N'hésitez pas à revoir la vidéo du jour 8 pour comprendre tout ça. Quand j'exécute là, voilà, vous voyez, j'ai un tableau comme ça avec mes données. Ok? Une fois que j'ai ces données, je vais les diviser en base de train et base de test, base de validation. Tout simplement. C'est ça mes données. Je divise en base train et en base test. C'est ce que je fais juste ici. Voilà. Donc,
Scikit-learn, c'est un package très populaire lorsqu'on fait du machine learning. Je récupère la fonction train test split. Donc, dftrain, c'est la base d'apprentissage. dftest, la base de test. Je prends la base que j'ai créée juste ici avec les 3000 données. Je précise la taille de ma base de test. Ça va représenter 20% de la base totale. Donc, j'ai 3000 observations. Ma base de test représente 20%, 600 observations. Ici, je fixe la graine. Je veux qu'à chaque fois que j'exécute mon code, j'ai exactement le même résultat. Donc, vous avez ici le résultat en termes de taille. 2400, ça donne ceci. Ceci, ça donne 600 pour l'entraînement. OK, on a divisé en deux. Prochaine étape, on va voir ensemble justement l'ensemble des opérations. Quel est l'effet de ces opérations-là sur le jeu de données de départ? Première observation qu'on va voir ensemble, c'est... Déjà, on va commencer par rescaler l'image. Passer de 0 à 1. OK? Donc, transforme les hyper... Déjà ici, on change la taille des images. 150 x 150. Toutes les images doivent avoir la même taille. Et ici, je normalise ça. Ça permet de normaliser les images pour avoir des pixels de 0 à 1. On va créer ici une fonction qui permet justement d'afficher l'image avant la transformation et l'image après la transformation. Ce qu'on veut faire, c'est voir les traitements que vous avez montré, le zoom, la translation, quel est l'impact pour que vous voyez davantage. Donc, on a déjà importé la base de données, on a changé de taille, on a redimensionné. Donc maintenant, ici, c'est une fonction. Vous avez le code à l'air. Donc ici, on définit une nouvelle fonction. Ça, c'est comme ça qu'on définit les fonctions en Python. Donc, la base de données originale, sans transformation. La base après la transformation, le titre du graphique. Donc, je définis une nouvelle figure. Je définis ce qu'on appelle les subplots en Python, en gros. Faire des carrés divisés. Dans chaque carré, je vais rajouter une nouvelle image. C'est comme si vous avez 4 rangées dans un armoire. Et chaque armoire, on a une image précise. C'est ça ici. Je rajoute un titre. Ça permet d'afficher l'image originale. J'enlève les axes. Ici, je définis mon deuxième carré de mon image. J'ajoute le titre et je mets l'image transformée. J'enlève les axes aussi et j'affiche l'image. Ça, c'est pas toujours nécessaire lorsqu'on travaille sur un notebook, mais c'est pour vous donner un peu l'idée. Donc, ça, c'est cette fonction. On va commencer avec la première transformation qui est la rotation. Comment est-ce qu'on applique la rotation justement en Python? Tac, voilà. Je fais ça. Donc, ici, rotation datagen, je prends ma fonction image data generator, j'applique une rotation, là j'ai mis 90 degrés. Qu'est-ce que je fais? Je prends n'importe quelle image. Vous voyez, random transform, je transforme aléatoirement n'importe quelle image de ma base de données image array, c'est ça. C'est la base de données que j'ai définie ici. Et là, j'affiche le graphique avant et le graphique après. Et c'est la rotation, j'exécute. Vous allez voir ce qui se passe. Voilà, vous voyez, on a l'image qui était comme ça. Et là, il y a une rotation à 90 degrés. Vous pouvez mettre une rotation à 40 degrés. Voilà, comme ça. Vous allez voir ce qui se passe sur l'image. L'image route. En gros, dans la data augmentation, c'est ça. Au lieu de travailler avec cette image, on va travailler par exemple avec cette image-là. Ça, c'est la première transformation. La deuxième transformation qui est courante, que vous pouvez aussi faire, c'est ce qu'on appelle la translation. Je vous donne encore le code une fois de plus ici. Quelques exemples. En termes de translation, c'est pareil en fait le principe. Ici, Image Data Generator, je précise en fait la taille à gauche et à droite, juste ici. Et là, j'applique ma translation sur une image aléatoire. Et là, je mets en place le graphique qui permet de réaliser cette translation. Et là, par contre, j'ai mis un texte. Je vais copier ça. Et je mets du code. Voilà. Vous allez voir ce que passe lorsqu'on réalise la translation. Là, par exemple, c'est une image qui a été translatée. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la translation. Donc pour l'algorithme, c'est deux images différentes. On voit l'image sur un autre angle, ça rajoute la donnée. C'est ça la data augmentation sur des images. En fait, il y a quoi d'autre? Par exemple, le cisaillement, là ce sera un peu moins visible. Ce qui se passe lorsqu'on cisaille l'image. Pareil, vous allez voir le résultat ici. Donc je précise un peu comment est-ce que je vais cisailler l'image. Et là, j'applique cela sur une image aléatoire de mon data frame. Et j'ai fait le graphique. Vous avez le résultat avant et après. Vous voyez la différence? Il y a bien une différence entre les deux images que j'affiche ici. On peut aussi mettre en place le zoom. Pareil, on peut zoomer, réduire l'image, augmenter l'image. Tout ça permet d'augmenter en fait les données. Donc, s'il faut retenir une seule chose, je vais m'arrêter là. Mais s'il faut retenir une seule chose sur la data augmentation, c'est qu'on va créer de nouvelles données pour avoir d'autres angles de vue
sur l'image, par exemple, ici, fait 9, par exemple. Bon, ça sera moins visible. Pour avoir d'autres angles de vue, ok? Maintenant, on a compris à quoi sert la data augmentation. Comment est-ce qu'on applique justement cela pour faire notre modèle? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va faire le modèle avec les techniques de data augmentation que je vous ai présentées juste ici. Donc, pour le modèle, c'est pareil. On va le définir comme on l'a fait la dernière fois. Je vous montre le modèle, le nouveau modèle qu'on va définir ensemble. Ce sera toujours ici. Je vous explique chaque couche. Voilà. Dans le modèle, comment est-ce qu'on le définit? Sequential, c'est ce qui permet de définir en fait le modèle de base. Et dans un réseau de neurones, vous avez vu, il y a plusieurs couches. Première couche, couche de convolution avec 32 fils pour avoir des caractéristiques de base. On fait le pooling pour pouvoir réduire la dimension. On rajoute une autre couche de convolution pour avoir des images encore plus pertinentes, des caractéristiques encore plus pertinentes. C'est pour ça qu'ici, il y a 64. Plus il y a des fils, plus vous prenez de la complexité en fait. Donc, je mets un pooling pour réduire la dimensionnalité. Ici, qu'est-ce que je fais? Je rajoute une autre couche de convolution. Je rejette un autre pooling. Une autre couche de convolution ici. Un autre pooling. Je peux l'ajouter, enlever cette couche aussi. Et une nouvelle couche qu'on va découvrir ensemble, c'est ce qu'on appelle la couche drop out. À quoi ça sert? Ça permet de régulariser, par exemple, dire que 50% des poids de certains neurones sera égal à 0 en fait. Ça permet en fait de réduire le surapprentissage qu'on a vu. Donc, data augmentation, ça permet de réduire le surapprentissage en générant de nouvelles données. La couche drop out aussi permet aussi de corriger ce problème de surapprentissage. Je rajoute une couche dense pour pouvoir connecter l'ensemble des neurones. Et enfin, la sigmoïde à la fin pour avoir ma prédiction. Est-ce que c'est un chien ou alors est-ce que c'est un chat? Vous avez vu? Donc, une notion essentielle à retenir, c'est déjà la drop out qui ajoute un niveau pour pouvoir avoir justement pour traiter le problème de surapprentissage. On fait un modèle summary pour pouvoir voir le résumé du modèle. Voilà. Vous allez voir le nombre de paramètres. On en a combien? On en a... Ici, on a 17 millions de paramètres. C'est 17 millions? 1 million de paramètres. Juste là. OK. On a 1 million de paramètres. Maintenant, on peut donc ensuite compiler notre modèle. C'est ça les étapes. Quand on a le modèle, on fait un summary. On compile le modèle avec l'ensemble des caractéristiques que j'ai déjà présentées. L'ACC, c'est l'accuracy. Ensuite, nous allons définir les bases d'apprentissage et les bases de validation avec l'ensemble des traitements. Donc, on va commencer par la base d'apprentissage, la base de train, qui est juste... On avait divisé ici, vous vous rappelez, on a divisé en train et en test juste là-haut. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ici, on avait divisé en train et en test. Donc, à partir de ces deux bases, nous allons donc créer la base qu'on va utiliser pour le modèle avec les différentes transactions. Sur la base d'apprentissage, c'est uniquement sur la base d'apprentissage qu'on applique justement la data augmentation. Donc, tout ce qu'il y a là, ce sont les techniques de data augmentation qu'on a rajoutées sur la base de train. Donc, on va donc générer, juste ici, train generator. C'est une pratique que vous allez souvent voir. Ça, c'est base de train. df-train qui est là. Et là, je précise où est-ce que j'occupe la donnée. Is called target size, batch size. C'est super. Je fais la même chose pour la base. Cette fois-ci, de validation. OK? Et dans la base de validation, on va uniquement normaliser. J'insiste, la data augmentation, c'est uniquement sur la base d'apprentissage parce que c'est sur la base d'apprentissage qu'on réalise le modèle et sur la base de validation, nous, on va uniquement rescaler l'image parce que c'est ça l'opération qui est très importante. Donc ça ici, j'applique le rescaling ici, je normalise et là, j'applique la transformation. OK? J'ai ma base de train, j'ai appliqué les transformations, j'ai pré-écrété, parce que tout ça, ce sont les opérations de pré-écrètement. Maintenant, je peux utiliser mon modèle. Je peux entraîner mon modèle. Et pour entraîner le modèle, il faut utiliser le point fit de Keras pour pouvoir avoir le modèle. Donc là, j'ai les éléments pour utiliser le modèle que je vais mettre là, que je vous explique. Tac, je colle là. OK? Donc, train data generator, on a fait ça là. Le nombre d'époques, c'est tout simplement la taille de l'échantillon divisé par le batch size. Époque, ici, pendant les steps par époque. Validation, base de validation, c'est ce qu'on a défini ici plus haut. Et défini aussi d'époque pour la validation. Et là, ça va me prendre environ 9 minutes avant de finaliser l'entraînement.
Après 9 minutes, l'entraînement est terminé de mon côté. Donc, vous avez à chaque fois ici l'ACC sur la base d'apprentissage, sur la base de validation. On se rend déjà compte que contrairement à la base précédente, vous voyez que les performances sur la base d'entraînement sont proches de celles de la base de validation. Vous voyez, la fonction de PET sur les deux bases, on a des valeurs proches. On peut donc évaluer les performances sur la base de validation parce que le modèle peut bien performer sur la base d'apprentissage, mais n'a pas de bonne performance sur la base de validation. Donc ça, on va regarder rapidement avec cet indicateur qu'on va calculer. Ici, c'est la précision sur la base de validation ainsi que la fonction de PET. Donc là, c'est modèle.évaluer, je mets ma base et je mets le nombre de lots pour chaque batch que je mets ici. Donc là, à quelques secondes, voilà. Vous voyez que sur la base de validation, on a une précision de 75%. Vous vous souvenez, sur le dernier modèle, on avait une précision de à peu près 50%. Donc la data augmentation a réellement boosté les performances de notre modèle. On n'a pas rajouté de données, on a simplement mis en place des techniques de data augmentation et on a des performances qui sont plus intéressantes. Donc ça, c'était pour vous montrer qu'en cas de manque de données, une technique que vous pouvez mettre en place, c'est d'utiliser la data augmentation, faire la translation, zoomer, flipper et autres. Ça permet également d'avoir des performances acceptables. Donc ici, on va maintenant faire le graphique en fonction des époques pour voir est-ce qu'il y a sur-apprentissage ou pas. Est-ce qu'il y a encore sur-apprentissage? Donc ça, c'est le graphique qui permet de récupérer en fait de la CC sur les deux bases, la fonction de PET sur les deux bases. Et ici, on fait la précision sur la base d'entraînement, la précision sur la base de validation, fonction de PET qui doit être plus faible toujours sur la base d'entraînement et sur la base de validation. Vous voyez, ce graphique, il est déjà mieux que celui qu'on avait. Vous voyez la précision sur la base d'entraînement, ça augmente un peu. Sur la base de validation, bon bref, c'est un peu erratique, mais ça reste toujours mieux que ce qu'on avait sur le modèle sans réaliser la data augmentation. On va maintenant utiliser ce modèle pour réaliser des prédictions. Donc pour ça, on va récupérer 10 données de façon aléatoire. Ici, c'est ce code-là. Donc je récupère 10 chats, 10 chiens. Je fusionne les deux bases. Je transforme la catégorie en catégorielle parce que la variable qu'on a à la fin de nos modèles, c'est une variable catégorielle. Pour vous convaincre, vous allez voir. Vous voyez, on a le fichier, on a la catégorie. Ensuite, on va... À chaque fois que vous voulez appliquer le modèle, il faut vous rassurer que vous appliquez les mêmes traitements. On n'applique pas la data augmentation, on va juste appliquer la normalisation. Okay? Le rescaling, c'est uniquement ça qu'on applique. Donc, c'est ça que je vous mets juste ici. Okay? Donc, voilà. Donc, ici, on rescale les images, on importe les données et on préprocesse exactement le même préprocessing qu'on avait sur la base d'entraînement. Et là, ça permet de modèle.predict, c'est le modèle qu'on a créé, on prend la base qu'on a créée. Et à la fin, vous avez les prédictions dans cette base. Tac, je mets ici le code qui permet de faire les prédictions. Donc là, si c'est supérieur à 0,5, alors c'est un chien. Si c'est inférieur à 0,5, c'est un chat. Donc là, j'ai la table avec mes prédictions. On peut déjà voir que le modèle a bien prédit ce cas. On a bien prédit ici, c'est un chat et c'est un chat. Par contre, ici, le modèle s'est trompé. Bon, on n'a pas un modèle parfait, c'est normal. On peut aussi afficher cela sous forme d'image. Tac, je copie ça et je colle là. Donc là, c'est le code qui permet de générer des images à partir de la catégorie observée et la catégorie prédite. Et là, avec plt.imshow, c'est ce qui permet d'afficher en fait une image. Vous avez l'ensemble des images qui vont s'afficher juste en bas, avec en haut la valeur observée et la valeur prédite. Donc, je résume ce qu'on a vu jusqu'ici. On a vu déjà qu'on peut mettre en place un modèle de détection des images avec des réseaux de neurones convolutifs et les techniques de data augmentation vous permettent justement, en cas de manque de données, d'avoir des performances plus intéressantes. Éviter le surapprentissage. Donc, voilà les graphiques qui sont affichés. Donc, il y a quelques mauvais classements. Mais, justement, pour pouvoir poursuivre dans cette logique de réduire le surapprentissage qu'on a vu dans nos données, quand on n'a pas de données, on n'a pas toujours besoin de tout entraîner le modèle de A à Z, comme on l'a fait dans cette vidéo-ci. On n'a pas toujours besoin. Dans la pratique même d'ailleurs, on utilise souvent ce qu'on appelle les modèles pré-entraînés. Dans la vidéo du jour 11, on va voir ensemble justement comment, pour cette problématique, on peut utiliser un modèle pré-entraîné pour avoir des performances acceptables. En attendant, une question pour être sûr que vous avez bien compris l'ensemble des notions qu'on a vues ici.
À quoi sert la couche de crop-out? Première question. Et deuxième question, qu'est-ce que la data augmentation? Partagez vos réponses en commentaire. Si vous souhaitez revoir la playlist complète, ça s'affiche juste ici. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite de cette aventure. Let's go! Bye!